Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver avec les vidéos de Vivre Cru. Alors aujourd'hui une petite balade au jardin. Une petite balade au jardin parce qu'on m'a demandé beaucoup de montrer un petit peu le jardin puis de commenter. Alors je voulais vous montrer un petit peu ce petit jardin. Alors je vais bien préciser quel est le projet au départ de ce type de jardin. C'est de montrer que tout ce qu'on pouvait produire comme abondance de nourriture dans une surface extrêmement réduite. Pourquoi? Eh bien parce que je me suis mis dans des conditions, on va dire, la condition moyenne des Français. C'est-à-dire les personnes qui ont un tout petit terrain ou un petit terrain en lotissement de quelques 100 mètres carrés, 150 mètres carrés. Et dans 150 mètres carrés, on peut produire une quantité de nourriture énorme. Je me suis mis aussi dans les conditions des personnes qui n'ont pas de terre, qui n'ont que des cours intérieurs. Et vous allez voir, un maximum de culture a été fait en bac réalisé avec des planches de coffrage. Et pourquoi? Eh bien parce que c'est pour se mettre dans des conditions de personnes qui n'auraient pas de terrain, de sol sous leurs pieds, et de montrer que là aussi on peut produire abondance de nourriture et sans grande difficulté. Donc voilà le début du projet. Alors ce n'est que balbutiant parce que cette année on est arrivé sur le site où nous sommes maintenant très tard dans la saison, que fin avril. Donc ça a été fait très vite au mois de mai. L'année prochaine, ce sera beaucoup plus développé. Déjà dès l'automne et l'année prochaine, ce sera beaucoup plus développé et beaucoup plus impressionnant. Et le but, c'est toujours pareil, de montrer la quantité énorme de nourriture qu'on peut produire dans un espace extrêmement réduit. Donc vous allez voir, les mots d'ordre, c'est densifier, densifier, densifier. Je souris en disant ça parce que c'est le maître mot de ma compagne qui cherche toujours un espace dans un bac pour densifier. Alors pourquoi densifier? Eh bien parce que tout espace de terre à nu, tout espace de terre libre, c'est de la déshydratation, c'est de la brûlure par le soleil. Alors que dès que l'on a un maximum de plantes, eh bien elles se protègent les unes les autres. Les grandes protègent les petites démarreront peut-être un petit peu moins vite sous l'ombrage des grandes, mais dès que les grandes déclineront, les petites reprendront le dessus. Donc ça fait des successions végétales très intéressantes, des interactions, vous allez voir aussi, tout est mélangé, il n'y a pas de bande, il n'y a rien du tout, il n'y a aucun plan, rien n'est calculé, tout est absolument mélangé. Et vous allez voir, ça commence à avoir une bonne petite tête, malgré le fait qu'on n'y consacre absolument pas assez de temps. Parce que là on finit de préparer les stages et choses comme ça, donc pas assez de temps à y consacrer, mais pourtant ça commence à avoir une bonne petite tête. Alors, on va partir au jardin. Hop là. Pardon, excusez-moi. Allez, on va avoir une vue d'ensemble quand même déjà. Oh là, là il y a du soleil, alors attendez, pour avoir une vue d'ensemble, il va falloir se mettre un petit peu à l'ombre. Voilà, voilà une vue d'ensemble. On va détailler. Alors il y a des choses qui sont faites en terre, vous voyez un maximum de choses qui est fait en bac. 3 bacs là, là aussi derrière des bacs. Là aussi on va voir des bacs, là on ne les voit pas. Là des bacs, là des bacs encore. Alors ces fameux bacs, ben, ils sont faits comment? Tout simplement avec 2 planches de coffrage. C'est la planche de coffrage de 6 mètres, chaque planche permet de faire un bac. Et dans ces bacs, eh bien, on a rempli avec un mélange de terre et de débris ménagers, tout ce qu'on mange, comme pelure de fruits, et ainsi de suite. Et tout simplement. Donc on a fait des couches, un peu comme des lasagnes. Et quel est l'intérêt de ces bacs? C'est que ça peut être posé dans une cour même, puisqu'il y a suffisamment de terre pour alimenter les plantes avec une terre riche qu'on a construit nous-mêmes. Et alors qu'est-ce qu'on trouve dans ces bacs? Eh bien regardez, un peu de tout. Alors, on a là des courges, de la coriandre, du basilic, beaucoup d'aromatiques, des poivrons qui poussent derrière. Regardez là, des concombres, des cornichons qui montent à l'assaut de ce buddleia là qui est derrière moi. D'autres concombres, des pieds de chanvre, du chanvre alimentaire qu'on utilise pour les graines, pour le parfum des fleurs, pour
pour toute son utilisation, puis ça fait beaucoup de mulch, beaucoup du persil, beaucoup d'aromatiques, des concombres. Là derrière, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, posé au pied de ce magnifique figuier là, qui n'a que 2 ans. Tenez d'ailleurs, je vais vous faire une petite vue d'ensemble parce que ça va intéresser du monde. On me parle toujours de laisser de la place entre les arbres pour qu'ils puissent se développer. Alors je vais vous montrer en quelques mètres, on a un buddleia, derrière on a un effilier du Japon, là on a un figuier, là on a à nouveau un buddleia avec un rosier qui monte à l'assaut, et là on a à nouveau un effilier du Japon. Donc toute notion de laisser de l'espace entre les arbres et tout, elle est complètement absente ici. Pourquoi? Parce que dans la forêt, il y a une densité extrême de plantes et le but c'est de reproduire ça ici. Eh bien, on retrouve cette densité extrême au pied du figuier. Alors, qu'est-ce qu'on a au pied du figuier? Eh bien, on a des pieds de maïs doux, des pieds de concombre et de melon aussi qui arrivent à toute vitesse, de la menthe, de la tétragone, là, regardez, qui est en train doucement de se développer. Très jolie tétragone. Des pieds de tomates, là, qui sont... hop là, je cherche les pieds de tomates. On va montrer une vision plus large. Sur les maïs. Voilà. De la menthe qui pousse dans un coin. Des gigantesques pieds de tomates qui se développent là. On va voir dessous. Alors l'intérêt c'est qu'on là on est dans une zone qui est complètement longue, complètement protégée. Là on va voir une jolie petite plante, je vais zoomer un peu dessus. C'est ce qu'on appelle le jicama. Le jicama c'est une racine tubéreuse qui fait dans sa partie aérienne une liane qui fait plus de 3 mètres de long. Donc ça va être très intéressant, on va la faire grimper partout. Et paraît-il, attendez, je l'ai perdu. Paraît-il que sa racine a un goût absolument divin de châtaigne, ça se mange cru. C'est très réputé aux États-Unis dans le milieu crudivore. Donc on va tester. On teste cette année. Je me suis procuré quelques graines de jicama et on va voir un petit peu ce que ça peut donner. En voilà. Plusieurs qui se développent. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans ce bac là? Qu'est-ce qu'on va trouver? Vous voyez, simplement un bac. Et qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, on y trouve du poivron, du maïs doux. Vous voyez, dans un tout petit bac comme ça, de la ciboulette, du maïs doux encore, des courges, des concombres qui montent à l'assaut du buddleia, du basilic, du persil, de la ciboulette. Qu'est-ce qu'on a? Un joli petit pied de chanvre là, qui se développe. Vous voyez cette feuille ramifiée caractéristique. Et voilà, tout ça pousse en totale densité. Vous voyez, c'est une véritable forêt. Et encore là, c'est pas très dense. On va voir d'autres bacs où c'est beaucoup plus dense. Alors ensuite, il y a ce qui a été fait au sol directement. Donc là au sol, on a des melons qui se développent tranquillement, mais vous voyez, ils sont quand même assez serrés. Des poivrons, du maïs, un très beau maïs doux là, avec une lavande derrière. Et tout ça est tenu ensemble. Tout ça est tenu ensemble et en se mélangeant largement. Derrière, on a la forêt de tomates, mais on la regardera tout à l'heure. Allez, on passe à nouveau les bacs. Et là, encore d'autres bacs avec toujours pareil, les plantes de l'été, tomates, courges, basilic, maïs doux. Tout ça, ça grimpe, ça se répand, ça va grimper dans les structures en bois et ça va se répandre aussi. Derrière, on voit les melons, les maïs. Donc la règle d'or, c'est densifier, créer un terrain fertile. Créer un terrain fertile avec un maximum de plantes, de systèmes racinaires. S'il y en a trop, on les supprime. Regardez, un joli pied de chanvre là, magnifique. De la bourrache là qui se développe, là, ici. On continue avec ce bac, avec toujours pareil, des cucurbitacées, des pieds de tomates. Alors concernant les pieds de tomates, je vous donne déjà un aperçu. Tout ça, c'est une forêt inextricable
de tomates. On va s'en approcher, parce que là, elles sont en terre, et celles-ci, elles ne sont pas en terre. Donc voilà, un immense champ de tomates. Là, vous voyez, il commence à y en avoir, il y a beaucoup de fleurs. On en voit certaines qui sont déjà formées, des tomates, qui seront, j'espère, mûres pour le premier stage. Et donc là aussi, les tomates, on pense toujours qu'il faut les tutorer énormément. Là, c'est simplement un mulch de carton et des petits pieds de tomates. Là, ça n'a pas été du semi-direct, mais des petits pieds de tomates qui ont été mis directement en terre. Et on les laisse se répandre, se développer. Et ça va nous donner des tomates extraordinaires. Alors si vous êtes en région très très humide, je vous conseille de mettre des cagettes renversées pour éviter que les tomates touchent la terre. Ça permet d'éviter que les limaces se répandent. Et là voilà, tenez, regardez, un petit aperçu. Là, c'est les deux autres bacs qu'on a vus. Voilà, là, ce sont tous les bacs que l'on vient de voir. Les tomates, les poivrons. Alors là, on s'approche plus. Hop, toujours pareil, des bacs, des tomates. Alors là, on est dans une zone beaucoup plus ombrée, puisqu'on est sous la pergola. Et donc vous voyez, c'est très intéressant parce qu'on a un développement des plantes qui est surtout un développement feuillu. Hein, parce que plus une plante est à l'ombre, plus elle va faire de feuilles et moins elle va rapidement faire du fruit. Et inversement quand elle est au soleil. Pourquoi? Parce qu'une plante vient à fruit quand elle meurt. Alors là, regardez par exemple, la grande joie là, un véritable mur de cornichons en train de grimper. Alors cornichons, pourquoi? Parce que c'est absolument délicieux à manger, je trouve ça même meilleur que les concombres, c'est petit, c'est croquant. Avec au pied énormément de plantes aromatiques qui se développent, un pied de tomate, très ramifié. Donc je vous disais, quand on est au soleil, eh bien la plante elle sent qu'elle va bientôt mourir. Plus elle est stressée, plus elle va vers la mort, et plus rapidement elle produit fleurs et fruits. C'est bien pour ça souvent qu'on stresse les plantes pour les faire venir à fruit plus rapidement. Mais les fruits, c'est la mort de la plante quelque part. Alors qu'une plante qui est à l'ombre tranquillement, eh bien, elle fait de la feuille, elle développe de la feuille, elle développe du feuillu pour mener une belle vie de plante. Donc, on peut jouer comme ça avec les stratégies. Là, vous voyez un bac dans lequel on a beaucoup de tétragones qui arrivent, toutes jeunes, qu'on vient de mettre. Tétragones excellentes, hein, c'est un peu l'épinard d'été. Un plant de tomates, plusieurs plants de tomates qui se développent. Allez, là, d'autres tomates encore, puisqu'on parlait de forêt de tomates. Ce matin, là, comme on est parti quelques jours, c'est rare que je leur mette de l'eau. Mais là, ce matin, je leur mets bien de l'eau. Et alors là, celles-là, elles sont semi-tutorées, semi-pas tutorées. On a mis quelques piquets pour la forme. Et le reste, eh bien, elles développent. Et vous voyez, elles développent plutôt bien. Les tomates, elles sont chargées de tomates. Et pourtant, au sol, eh bien, il y a des herbes, il y a tout ce que vous voulez. Et ça ne gêne absolument en rien. Voilà. Alors là, l'avantage, c'est que vous voyez, comme c'est très dense, là, je vais arroser, il y a du carton. Une fois que c'est arrosé comme ça, pendant des jours et des jours, ça va rester. Et la déshydratation, elle est extrêmement faible. Allez, je pose encore le tuyau. Pour finir la vidéo. Voilà. Là, on est dans un bac avec un pied de chanvre. Toujours pareil, des aromatiques et des cucurbitacées, des poivrons, des melons, des concombres et des cornichons qui montent. Alors, là, quand je vous disais que le projet n'était que balbutiant, c'est que l'année prochaine, eh bien, des bacs, il y en aura tout le long. Là, pour l'instant, on n'a pas eu le temps, mais il y a quand même une zone qui est intéressante. Tenez, un beau néflier du Japon, là encore, qui se développe, avec un magnifique olivier de Bohême. Mais là, vous voyez, là, ça a été fait, par exemple, en plein sol. Voilà un exemple de quelque chose de dense, de vraiment dense. Donc là, dans ce petit espace, je vais dézoomer, on va trouver des concombres et des cornichons, avec des pieds de maïs, avec des poivrons, avec des aromatiques au sol, énormément d'aromatiques, du persil, de la coriandre derrière, des pieds de tomates qui se développent, et tout ça ne se fait absolument pas concurrence. Je veux dire,
il peut y avoir des micro-formes de concurrence, mais ce n'est pas rédhibitoire, absolument pas rédhibitoire pour les plantes. Donc mélangeons, mixons, densifions, c'est vraiment le maître mot, pour ne pas laisser de sol à nu, parce que le sol à nu, c'est un sol qui souffre et qui meurt. Voilà, là c'est tout ce qui est en construction, vous voyez, une magnifique pergola. Là on a des actinidia là, qui poussent et qui vont être bientôt dirigés vers les structures en bois. Actinidia arguta, donc c'est pas du kiwi, c'est du kiwi, c'est une variété de kiwi très intéressante qui vient d'un collectionneur. Et donc voilà un petit peu un tout petit aperçu, il n'y a pas grand chose et pourtant ça va donner énormément tout ça. Ça va donner énormément. Alors attendez, hop, je repasse. On va essayer de ne pas se laisser éblouir. Ça va donner énormément pour la bonne et simple raison que toutes les plantes se complètent mutuellement. Donc c'était tout ça un encouragement à planter. À planter tout azimut, à planter en ville, à planter en campagne, à planter si vous avez une cour, à planter si vous avez un balcon, à planter si vous avez un petit jardin, en pleine terre, en bac, où vous voulez. De toute façon, tout convient. On peut récupérer des poubelles, on peut récupérer n'importe quel bac en plastique. On met de la terre, on va chercher un petit peu de terre. On met les débris végétaux, on remet de la terre. On peut mettre de la matière organique sous forme de morceaux de bois, du canis découpé, de la petite branche découpée. Et on se contente de planter directement là-dedans. C'est l'abondance qui vient. Pour moi, je vous l'ai déjà dit, mais il n'y a pas de démarche crudivore sans démarche de permaculture. L'un va avec l'autre. Pour moi, l'avenir de la planète, il est cru et avec une approche de permaculture. C'est des dimensions qui vont être très développées et de plus en plus dans les stages que je propose cet été. On touchera à la terre, on touchera vraiment à la terre et on développera ça. Et surtout qu'il y a un autre jardin beaucoup plus grand à l'arrière du terrain, qui lui a été fait en pleine terre totalement, sur butte et des choses comme ça. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer que c'était pas grand chose, que c'était vraiment pas grand chose et qu'il était temps de tous s'y mettre parce que l'autonomie alimentaire c'est le début de l'autonomie pour moi, c'est très important, autonomie alimentaire, autonomie en termes de santé, non-dépendance avec les systèmes de croyance et de peur. C'est l'un des plus gros projets que je connaisse et c'est un projet qui me fait vraiment aller de l'avant et je voulais partager ça avec vous. Autonomie alimentaire aussi parce que on va y être confronté très rapidement avec l'augmentation du prix du pétrole, la raréfaction du pétrole. On ne pourra plus faire de longues distances comme on faisait. Donc il va falloir s'intéresser aussi aux variétés alimentaires natives et locales qu'on a complètement négligées parce que partout en France on peut produire une abondance alimentaire, mais il faut s'intéresser aux espèces natives et locales et arrêter de vouloir simplement tourner autour de 2-3 variétés. Et ce jardin relativement faible encore en termes de variété parce que j'ai pas pu avoir de graines comme je voulais cette année, mais il y a des fournisseurs de graines en bio, il y a Biogerme, des gens comme ça, et puis la fabuleuse en potagère, l'association Cocopelli qui va vous fournir énormément de graines potagères d'excellente qualité et extrêmement rares. Et sinon il y a énormément de fournisseurs de graines tout azimut. Il y a un fournisseur qui s'appelle Sandeman Seeds. Sandeman, ça s'écrit S-A-N-D-E-A-D-E-M-A-N. Vous trouverez énormément de graines d'arbres, de légumes, de plantes aromatiques. Et tout ça, il suffit ensuite de les mettre en pot, de les planter et de donner de l'attention. Et ça donne un bien joli résultat. Moi j'aime bien en tout cas. J'aime bien me retrouver dans ma petite jungle alimentaire. J'aime bien cette notion. Et encore là, ça commence à peine à pousser. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Et j'espère que ça vous aura inspiré. C'était juste une petite promenade au jardin. Et un appel à la biodiversité, un appel à la générosité alimentaire, un appel à planter tout azimut. Et là, ce n'était que des potagères. Mais cet automne, ça va être le verger qui va être planté, une forêt fruitière. Et plus important que tout, c'est le verger, parce que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais un potager, c'est un labeur renouvelé tous les ans.
un verger, c'est une fertilité, c'est une production qui est plantée pour longtemps, pour très longtemps, pour des dizaines d'années. Et je ferai une vidéo là-dessus, mais pour moi, les plantes potagères ne devraient quasiment pas exister. On devrait se nourrir uniquement bien de fruits et de feuilles sauvages poussant au pied des arbres. Alors là, la plupart des légumes sont des légumes fruits, c'est-à-dire c'est entre le légume et le fruit, pour la bonne et simple raison que on ne tue pas la plante quand on récolte le fruit. Quand on mange une tomate, eh bien, on ne tue pas la plante, mais par contre, elles ne sont pas pérennes sur plusieurs années. C'est-à-dire qu'il faut les ressemer tous les ans. Alors il faut les ressemer tous les ans parce que elles ne sont plus dans leur biotope d'origine. Parce que si on prend par exemple le poivron, eh bien le poivron, en forêt amazonienne, il pousse tout naturellement sous forme d'arbres. Et d'ailleurs en France, vous pouvez à la fin de la saison sortir de vos pieds de poivron de la terre ou des bacs dans lesquels ils étaient, les mettre en pot, les rentrer à l'intérieur et les replanter l'année suivante. Vous allez voir, ils donneront extrêmement bien parce que c'est une plante qui est pérenne dans son milieu d'origine. Donc la plupart de ce qu'on appelle les légumes fruits, ce sont des plantes pérennes qui donneraient des fruits, donc ce sont des fruitiers on va dire, mais qui sortis de leur contexte finalement ont pris des habitudes de vie liées à la dormance et aux périodes froides. Voilà, s'il y a nécessité, je peux donner beaucoup d'explications là-dessus, c'est un peu ma passion, c'est ma formation aussi, la permaculture et la culture. C'était pour vous donner un bref aperçu, je vais aller arrêter l'arrosage. Je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt avec les vidéos de Vivre Creux.